C'est l'histoire d'un jeune chanteur qui, après le décès de sa mère, décide d'aller à Paris pour réussir dans son domaine, donc la musique, la chanson. Cette ambition est maladive, je veux chanter, je veux chanter. Ce jeune chanteur, il est incarné par Thomas Poli, qui est quand même une personnalité plus que flamboyante. Ta rencontre avec lui est un peu proche du coup de foudre. Est-ce que tu peux revenir déjà un petit peu sur cette rencontre ? La rencontre avec Thomas Poli, elle a eu lieu début janvier 2014 grâce à Yvan Mitifio de Lyon, qui est le directeur du festival Écran Mixte, qui, début décembre 2013, m'avait dit « Va voir sur le net, il y a un jeune chanteur qui s'appelle Thomas Poli. Il a fait plein de chansons qui sont déjà visibles. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui, je pense, va t'intéresser. » Donc j'ai regardé sur internet, j'ai découvert le personnage en question. Tu me manques si fort, j'ai claqué la porte, j'ai pris peur, j'ai fermé la porte, mais tu me manques si fort, j'ai claqué la porte. J'ai écouté ses chansons qui m'ont tout de suite plu. Thomas fait des chansons très sensibles, avec des textes qui sont assez profonds, autobiographiques. Et il a aussi une voix, pour moi, extraordinaire, qui vaut celle de, je sais pas, Polnareff, par exemple. Pour moi, c'est le nouveau Polnareff. Pour moi, j'ai découvert le nouveau Polnareff. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Yvan lui a demandé de regarder Omelette. Donc, il lui a passé le DVD du film Omelette. Et j'allais tourner la bande-annonce du festival Écran Mixte de Lyon. Et le lendemain du jour du tournage, j'ai rencontré Thomas. Là, je lui ai parlé d'un vieux projet que j'avais. C'était de faire une comédie musicale. Et je lui ai dit que certaines de ces chansons pouvaient constituer donc l'ossature de cette aventure picaresque, et je lui ai proposé de jouer le rôle principal, sachant que je savais déjà que Thomas était un artiste multi-talentueux, dans le sens où il était à la fois chanteur, auteur, compositeur, mais il avait déjà aussi créé un cabaret qui s'appelait Cabaret Révolution, où il était à la fois marionnettiste, chorégraphe, il s'est chanté, dansé, joué, et puis on a eu surtout un bon feeling, c'est-à-dire que moi je peux pas faire tourner quelqu'un sans avoir un feeling avec cette personne. Donc du coup, à l'issue de cette conversation, qui a duré, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, on est parti sur l'idée de faire ce film qui me tenait à cœur depuis des années, que j'avais commencé avec un chanteur qui joue sur l'androgynie, comme Thomas. C'est aussi un auteur, compositeur, interprète très talentueux. C'est avec lui que j'ai fait, en 2005, le Cake au sirop de cordon. C'est lui qui a fait la musique et qui a chanté. Avec lui, en 2005, on a commencé cette histoire, mais le problème qui s'est confronté à nous, c'était que il fallait enregistrer les chansons préalablement au tournage, et à l'époque, aucun d'entre nous n'avait l'argent pour enregistrer des chansons en studio. Donc on a abandonné le projet, malheureusement. En 2007, on s'est dit, on peut pas faire le film parce qu'on n'a pas l'argent pour enregistrer les chansons en studio de façon professionnelle, et on en est resté là. Et quand j'ai rencontré Thomas, d'abord, je l'ai aimé parce que c'est une forte personnalité, et moi j'adore tourner avec des fortes personnalités, avec des personnages qui eux-mêmes savent se mettre en scène, qui savent jouer de ce qu'ils sont en vrai. Donc j'ai aimé Thomas par son talent, mais ce qui m'a arrangé chez Thomas aussi, c'est que il avait déjà enregistré ses chansons. Donc du coup, on pouvait partir de chansons nickel d'un point de vue technique, et donc on pouvait faire cette comédie, il y avait cette possibilité de la faire. Une fois que Thomas était d'accord de tourner dans le film en y apportant tous ses talents et ses chansons, déjà bien enregistrées, masterisées, etc., il y avait deux options. Soit je fais le film tout de suite,
soit on écrit un scénario bien élaboré et on essaie de trouver de l'argent, ce qui aurait mis 2 ans. Je venais de passer 2 ans avec un autre scénario à essayer de trouver un producteur, à chercher un producteur, et que je n'ai jamais trouvé. Donc là, je me suis dit, je repasse pas 2 ans à attendre que je trouve un producteur. On y va, on tourne. Moteur, action. Maman. On s'est mis d'abord d'accord sur le choix des chansons, et ensuite j'ai posé ces chansons dans l'ordre de l'histoire, et c'était un peu vraiment les piliers du bâtiment, quoi, quand on commençait à construire. Et après je me suis dit, qu'est-ce qui se passe entre chaque chanson, les chansons étant les moments clés de l'histoire, et qu'est-ce qui se passe entre chaque chanson. Donc j'ai commencé à écrire ce qui se passait entre chaque chanson. Et après on est parti là-dessus, c'est-à-dire sur une base de 3-4 pages de texte. Il y avait très peu de texte, avec certaines phrases que je voulais dire, et dans le but, c'est que c'était, comme je fais dans chacun de ce genre de projet, c'est d'utiliser au maximum la vraie personnalité des acteurs et de les faire improviser au maximum à partir d'une situation donnée que je décris brièvement au début de la prise de vue. Tu lui dis un truc sur ces chansons, tu lui dis une qualité de ces chansons, tu dis peut-être j'étais peut-être un peu dur tout à l'heure, mais j'aime vraiment beaucoup tes chansons, tu sais, enfin, et t'as appris tout seul, parce que c'est vraiment des auteurs, compositeurs, interprètes. Et justement, ce qui est très fort dans le film, ce sont ces séquences où les acteurs qui sont autour de Thomas semblent découvrir, et qu'il y a une espèce d'auto-interview entre chacun des personnages. Donc il y a notamment une séquence très belle avec Lola. Elle est très belle ta chanson. Merci. Tu l'as écrite il y a longtemps? Il y a 2 mois, je crois. Enfin, à peu près. Et donc, tu as perdu quelqu'un de très proche? C'est une chanson que j'ai écrite pour ma maman, qui m'a quitté il y a 2 mois. Cancer du sein. 3 cancers du sein. En 10 ans. C'est pas évident. Bah écoute, ouais, elle est très touchante ta chanson. Enfin, elle me touche moi d'autant plus que j'ai perdu ma maman aussi et que ouais, c'est quelque chose qui est encore surréaliste, quoi. Il y a combien de temps, toi? Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ces rencontres aussi qui dépassent des rencontres entre personnages, mais qui sont aussi des rencontres humaines? Qu'est-ce qui t'intéresse de capter justement dans ces instants un petit peu de haute sincérité? Ce qui m'intéresse, c'est toujours de casser la frontière entre le documentaire et la fiction, c'est-à-dire, moi j'aime bien les fictions quand elles ressemblent aux documentaires, j'aime bien les documentaires quand ils ressemblent aux fictions. Mon but étant toujours casser les frontières entre les antagonismes, entre 2 choses opposées, que ce soit entre un blanc et un noir, entre un genre et un autre, aussi bien cinématographique que sexuel. J'aime casser les genres, casser les normes, Donc du coup, ce qui m'intéressait, c'est que à l'intérieur d'une scène, ils parlent vraiment d'eux-mêmes. Après, je ne vais pas dire exactement, parce que ça ne concerne que leur vie propre et leur intimité, donc je ne peux pas dire vraiment ce qui concerne leur vie ou pas, ce qui est vrai ou pas par rapport à ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivaient au moment du tournage. Toujours est-il que ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'ils soient à un moment donné, qui parlent vrai, qui ait une vérité intérieure. Ce qui m'intéresse, c'est la dissection des intériorités, moi, depuis toujours, depuis Omelette. Donc du coup, c'est à un moment donné qu'ils ouvrent leur corps, qu'ils ouvrent leur intériorité, et qui s'ouvrent donc aux autres, comme ça, de façon complètement brute, de façon presque chirurgicale, hein, c'est-à-dire... alors des fois ça plaît pas, parce que c'est comme la vue de l'intérieur d'un corps, des fois on est choqué, mais des fois ça plaît beaucoup. Mais en tout cas, je pense que c'est ma marque de fabrique, ce côté brut de Pomme, c'est d'aller chercher à l'intérieur, de faire en sorte que les personnes s'ouvrent d'elles-mêmes et qu'elles donnent quelque chose
un secret ou en tout cas une phrase vraie qui correspond à ce qu'elles vivent au moment de la prise de vue ou à ce qu'elles ont vécu. Je pense que c'est très difficile ce que je demande aux acteurs, parce que je leur demande de s'exposer, de se mettre à nu. Il y a eu ces moments où ils sont tellement exposés, où ils donnent tellement d'eux-mêmes tels qu'ils sont, qu'ils ont l'impression peut-être que je vole quelque chose, que je les vampirise. Ça peut créer une sorte de désaccord, d'incompréhension. Et puis sur ce film-là, en particulier, je voulais faire bien plus attention au cadre et au mouvement de caméra que les autres. J'étais plus attentionné à la technique qu'au jeu de l'acteur. Et je me rappelle du tournage de la scène du cimetière où Thomas verse une larme sur la tombe de sa mère. Ce jour-là, il y avait du soleil. Et moi, dans la caméra, j'observais Thomas à travers le cadre de la caméra. Et avec le soleil, je ne voyais presque rien. Et donc, du coup, j'ai même pas vu qu'il pleurait. À la fin de la scène, j'oublie de dire que c'est bien, parce que pour moi, ce que fait Thomas, surtout quand il chante, il sait ce qu'il fait, il est très pro, il est très talentueux dans son domaine, il est très rigoureux. Les playbacks étaient parfaits, enfin son jeu était parfait quand il jouait, parce qu'il savait lui-même se mettre en scène avec sa propre émotion sur ses propres mots, donc j'avais rien à dire. Mais il attendait de moi quand même que je dise c'était bien, d'autant plus que là, à ce moment-là, il venait de pleurer, et je ne l'ai pas vu. Ce n'est qu'au moment du montage que j'ai vu qu'il avait une larme qui coulait. Et donc du coup, ce jour-là, après, il m'en a voulu. Le soir, il m'en a parlé, il m'a dit mais tu m'as rien dit après cette scène. Il attendait de moi, et c'est normal parce qu'il donne beaucoup à ce moment-là. Et moi, je m'en aperçois pas parce que je suis pris par la technique, par les mouvements de caméra, surtout la scène du cimetière où il y a des mouvements de caméra. Donc du coup, mon côté bordélique, le fait que je les vampirise, voilà, faisait en sorte que des fois il y avait des clashs. Casse-toi, casse-toi, je veux plus te voir. Non, arrête. Casse-toi, je veux plus te Tu voir. sais très bien que c'est pas ça, que je suis pas comme Casse-toi, ça. je te la casse sur la Dis tête. donc, attends, Casse-toi, mais t'es je quand te même dis. égoïste. Je n'ai rien Putain, à dire. espèce de conne. Casse-toi, je C'est veux toi plus te qui m'as voir. conseillé de Je veux faire plus te ça. voir. Dégage, dégage, je veux plus te voir. Putain, connasse. T'es mon ami, je te signale. J'en ai rien à cirer. Tu peux pas me faire ça. Et justement, dans les très belles scènes entre guillemets improvisées, il y a celle avec Philippe Barassa où il joue un client de prostituée. J'aime pas les contacts physiques en fait, donc j'aime pas trop que tu me touches, j'aime pas te toucher. J'aime pas voir le sexe des hommes, ça me dégoûte un peu. Je peux le mettre dans la bouche, j'ai du mal à le toucher avec la main, mais je veux pas voir. En fait, je veux te regarder comme tu es, mais sans voir ta bite. Je la prendrai tout à l'heure, mais ça me dégoûte un peu. Tu comprends ? Je comprends pas, mais ok, y a pas de souci. Je peux te demander aussi, s'il te plaît, si tu peux te laver les mains. Pour moi, c'est la scène culte du film. Effectivement, je pense que c'est une des scènes cultes du film. C'est la scène la plus drôle du film, et c'est la scène dont tout le monde se souvient après le film, en premier. Il y en a même qui ont dit que c'était la scène de passe la plus hilarante jamais tournée. Donc j'en suis ravi. Et j'en suis ravi surtout pour Philippe, parce que je dois dire que dans le scénario, enfin, ce qu'on appelle un scénario entre guillemets pour ce film, dans le bout de papier, le bout d'histoire qu'il y avait écrit, c'était marqué le client transforme Thomas en homme-objet. Voilà, on est parti de là-dessus. Après, j'ai dit à Thomas et j'ai dit à Philippe, je ne veux pas savoir ce qui se passe. Je veux la tourner en total mode documentaire. Et c'était la deuxième scène qu'on tournait. La première scène étant la première scène du film qu'on a tourné, en vrai. C'est la première scène de tournage. La deuxième scène du film qu'on a tourné, c'était celle-ci. Et j'ai mis Thomas en mode total documentaire. Je ne voulais pas savoir ce qui allait se passer. Je ne voulais pas savoir ce que Philippe avait imaginé avec cette phrase. Et c'est Philippe qui a entièrement construit son personnage. C'est Philippe qui a entièrement mis en scène les situations. Quand il lui dit vas-y, fais des allers-retours, ou l'histoire de la djellaba, bon, faut pas en dire trop parce qu'il faut laisser un peu de surprise, mais l'histoire de la djellaba, c'est Philippe qui l'a imaginé. Après, Thomas a très bien réagi à ça, c'est-à-dire que quand il lui dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as pissé dessus quand t'étais petit, je trouve que c'est génial ce genre de phrase, c'est hyper comique, c'est-à-dire qu'il a très bien réagi à la situation comme il le fallait. Je pense qu'il apporte beaucoup aussi Thomas à cette scène. Tout ça pour dire que cette scène, c'est un cadeau de Philippe, mais il faut dire qu'il est scénariste de formation, il sait très bien comment construire à la fois une histoire globale, mais aussi comment construire une scène d'un point de vue dramaturgique. Il est excellent, et c'était un très bon conteur, très beau conteur d'histoire
Bon, Philippe, c'est un ami maintenant. Je l'ai connu au moment où il avait sorti sa compilation de court-métrage Folle de Rachid en transit sur Mars. Et puis vous aviez en plus travaillé ensemble sur Et Indésirable. voilà, on avait travaillé ensemble sur Indésirable, c'est-à-dire que moi j'étais son acteur à ce moment-là. Il m'avait fait jouer dans son film, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien que je fasse le client. Voilà, parce que j'avais envie de le faire jouer. Je lui ai demandé ce qu'il allait imaginer. Et il a forcément donné beaucoup de sa propre vie aussi dans le film, mais je ne dirai pas quoi, je ne vais pas dévoiler sa propre vie à sa place, mais en tout cas c'est une scène très drôle et dont tout le monde se souvient effectivement. Tu parles de Philippe Barassa comme un ami. Enfin, finalement, pour moi, Le Chanteur est un peu une histoire de famille à plusieurs niveaux. Déjà parce que Thomas Pauly révèle aussi un petit peu une histoire de famille par rapport au décès de sa mère. On est autour des membres de ta propre famille, de tes amis ou d'acteurs que tu as pu faire tourner, de la famille écran mixte. J'ai 2 déclarations de faire signer. Ouais. En quoi c'est important pour toi de créer un petit peu cette espèce de troupe ou on va dire de famille imaginaire, enfin qui fait partie de ton cinéma, parce qu'on les voit en plus de film en film au fil des productions. Alors déjà c'est important pour moi, comme dans la vie, de créer, de faire des choses avec des gens que j'aime. Ça c'est primordial, c'est-à-dire que je ne peux pas, j'ai du mal en tout cas de faire des choses artistiques sans aimer, sans donner et sans recevoir. Ce que j'appelle aimer, c'est donner et recevoir. C'est un acte, un échange humain. Et je ne peux obtenir cet échange-là qu'avec soit mes proches, donc ma famille, ou soit mes amis proches, qui font entièrement confiance à mon univers, à ce que je suis aussi, et qui connaissent tous mes défauts, mes imperfections, mes qualités, mes défauts, enfin bref, qui savent aussi que je peux péter un câble, que je peux être complètement perdu. Et dans ces moments-là, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin de leur soutien psychologique, surtout quand on tourne sans moyens, comme je l'ai fait. Je me souviens par exemple, c'est vraiment un bel exemple de générosité, la scène au bord de l'eau quand Annie Alba, donc Polly, la SDF dans le film, parle à Thomas. Voilà, ils sont assis au bord de la Seine. Ce jour-là, le vent s'est levé et j'avais pas prévu de micro avec une petite moumoute. Donc du coup, j'avais le micro incorporé. Donc le vent s'est mis à souffler dans le micro. Ça faisait un gros bruit. Donc j'ai dit stop. Eux, ils étaient géniaux. Ils improvisaient, mais vraiment comme une première rencontre. D'ailleurs, ils se rencontraient vraiment pour la première fois devant la caméra. Et à cause du son, à cause du mauvais son, enfin, je veux dire, à cause des problèmes techniques, j'ai obligé d'arrêter. Et à ce moment-là, donc il y avait la tente de Polly que j'avais amenée, une tente de camping, quoi. Et dedans, il y avait une couverture. Et à ce moment-là, il y a Hervé Chenet, donc qui a des moignons, Catherine Lenaour, qui joue une femme SDF aussi, ont pris la couverture et se sont mis derrière moi, au péril de leur vie, parce que bon, il y avait la Seine, ils allaient tomber dans l'eau, j'avais d'ailleurs très peur qu'ils tombent pas dans l'eau, et si on avait vu le tournage, on voyait Hervé avec ses moignons tenir un côté de la couverture, de l'autre côté Catherine tenir l'autre côté, et puis moi ils m'ont mitouflé avec la couverture, et comme ça j'ai pu avoir le bon son pour cette scène qu'on a été obligé de refaire, mais tout ça pour dire que ce genre de situation, de générosité, d'humanité, je l'aurais pas eu si ça avait été des acteurs pros. Peut-être qu'ils m'auraient laissé dans la merde, ou ils auraient peut-être dit « Mais c'est qui ce mec-là ? Il n'a pas prévu. » C'est vrai que je n'avais pas prévu, effectivement. J'aurais pu prévoir pour cette scène-là un preneur de son, ou acheter un micro avec un protège-micro, enfin, je sais pas, une moumoute, là. Et c'était de ma faute, à vrai dire, hein, je le reconnais. Mais ils m'en ont pas voulu, c'est-à-dire qu'ils m'ont aidé. Il y avait une situation à sauver, il y avait une scène à sauver qui était très belle, et puis finalement on a réussi à la faire. Donc je ne peux tourner qu'avec des acteurs que j'aime. Tu m'as accepté comme j'étais, je vois pas pourquoi je t'accepterais pas. Bon, mais tu veux vraiment qu'on vive un truc ensemble ou quoi? Bien sûr, j'en ai envie. Tu vas partir et je le sais, mais nous serons liés et nous pourrons crier quand tu veux. Tu disais que la comédie musicale était un genre qui te plaît depuis de nombreuses années. Est-ce que déjà tu avais des films cultes ou des cinéastes qui t'ont donné un petit peu des idées pour Le Chanteur? Ah oui, bien sûr. C'est pas tant des cinéastes que des films. C'est-à-dire que le genre comédie musicale, c'est un genre que mon père
lui-même amateur de cinéma, m'a fait découvrir très tôt. Un jour, alors que j'avais l'école le lendemain, il me lève, je sais pas, je vais avoir 6-7 ans, il me lève, il me dit, viens, il y a un film au cinéma de minuit, à faire 3, cinéma de minuit, donc avec la fameuse voix. Et là, il y avait Le Magicien d'Oz. Donc Le Magicien d'Oz, qui était déjà pour lui un film phare de son enfance, est devenu un film phare de ma propre enfance. Et avec cette fameuse scène magnifique pour moi de la chanson Over the Rainbow, et avec cette découverte de cette formidable actrice Judy Garland, qu'on retrouve aussi après dans Une étoile aînée, qui est devenu un de mes films cultes, qui m'a aussi inspiré pour ce film. Voilà, avec cette scène qui décrit un ailleurs heureux, voilà, la possibilité d'un monde au-delà de notre propre monde, mais un monde joyeux et heureux. Et je pense que Judy Garland, dans cette scène, incarne tout ce que représente la comédie musicale, c'est-à-dire la joie, le bonheur d'un monde parallèle, mais qui peut exister si on le veut. Il y a aussi Mariage Royal, hein, qui m'a beaucoup marqué, qui fascinait mon père, hein, surtout la scène, bien entendu, où Fred Astaire monte, danse sur les murs et au plafond. Donc cette scène-là, déjà techniquement parlant, ils m'en parlaient parce que c'était une prouesse technique de l'époque, et en même temps parce que ça défiait les lois de la gravitation. C'est aussi ça, la comédie musicale, c'est un genre qui casse les frontières existantes de la réalité. Et donc moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, de casser les frontières existantes, notre représentation du monde habituel pour entrer dans un monde merveilleux où il est possible de danser, chanter sous la pluie. Là, je parle de chantons sous la pluie. Alors que tu es dans un point de départ qui est très social, quoi. Enlève ça tout de suite. Tu vas pas mettre la perruque qu'elle portait pour sa chignon. Il y a un peu de respect au moins. Tu crois que c'est comme ça que tu vas la ressusciter? Mais tu vas pas mettre ses vêtements aussi. Laisse-moi! Le chanteur commence avec des scènes très brutes, même tournées de façon brute sur un mode documentaire, qui montre une réalité très dure. Cette idée de partir d'un sujet très ancré dans la réalité sociale d'aujourd'hui, c'est tout le thème du chanteur aussi, c'est-à-dire comment il fait le deuil de sa mère. Il fait le deuil de sa mère, bon, déjà en se travestissant comme sa mère, et aussi, comme sa mère aimait les comédies musicales, il met sa vie en chanson. Donc il transforme sa vie un peu en comédie musicale, parce que sa mère lui a donné le goût de chanter sa vie, d'enchanter sa vie. Enchanté, voilà, c'est le terme qui correspond le plus à une comédie musicale. Une comédie musicale ou un film musical enchante toujours la vie. Un peu comme dans Dancer in the Dark. Dancer in the Dark est la référence pour moi majeure, qui m'a vraiment donné envie de faire une comédie musicale un jour. C'est-à-dire cette alliance, ce mélange de genres entre le cinéma direct, caméra à l'épaule, la scène chantée, dansée, ultra perfectionné d'un point de vue technique avec 100 caméras, etc., c'est-à-dire ultra découpé, ultra justifié d'un point de vue cinématographique au niveau cadrage, mouvement de caméra, etc., et le mélodrame. Et le mélodrame, donc du coup, je pense que c'était un beau mélange de genres. C'est le mélange de genres toujours qui m'intéresse. Et j'aime les comédies musicales qui sont aussi des mélanges de genres. Bon, après, il y a un film phare pour moi, c'est forcément Les Parapluies de Cherbourg et Jacques Demy. Au niveau français, bien entendu, c'est un de mes films préférés, entièrement chanté. Et j'aime aussi Demoiselles de Rochefort, avec la fameuse chanson qui dit je veux chanter la vie, je veux chanter la terre pour être heureux. Et c'est toute cette définition-là de la comédie musicale, c'est toujours l'idée du bonheur, d'un bonheur possible. Enfin, ça correspond à ma vision du monde, à ma conception de l'être humain et ma vision du monde. En tout cas, être heureux, essayer d'être heureux dans un monde un peu terre à terre. I am Liza. Ton vrai nom de scène, Thomas. Liza.
Thomas Minnelli. C'est toutes ces comédies musicales-là qui m'ont marqué, et aussi, bien entendu, les chansons d'amour de Christophe Honoré et Jeannette Garçon formidable, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, que j'aime beaucoup, beaucoup. Par ailleurs, en tant qu'être humain, les trois. Enfin bref, donc j'aime beaucoup les comédies musicales parce qu'elles enchantent la vie, ça correspond à ma vision de la vie, quoi. Quand je me promène, je me démène à croiser des regards. Les mal au vent m'irriguent les sens, ouvrent tous mes chakras. Les thématiques LGBT sont un peu un des fils rouges de ton cinéma. Pourquoi c'est important, même encore aujourd'hui, dans Le Chanteur, avec des personnages comme Thomas Poli, qui est androgyne, qui assume complètement son travestissement et qui, à la fin du film, va dire « Oui, j'ai envie aussi de créer un personnage, je m'en fous complètement des normes et tant pis, je veux qu'on m'accepte comme ça. » De encore revendiquer un peu cette liberté d'exister tel qu'on est, quoi. Ces idées-là de travestissement sont venues avec Thomas, grâce à Thomas. Puisque lui-même se travestit dans la vie, enfin je veux dire, il le fait, il le dit, c'est pour ça que je le dis. Pas, attention, hein, faut bien différencier le Thomas du film et le Thomas réel. Il ne se travestit pas pour faire revivre sa mère, alors qu'il l'a vraiment perdu. Hein. Je pense qu'il a fait deuil depuis longtemps de sa mère et qu'il a fait deuil autrement. Mais en tout cas, en vrai, il se travestit pour faire la fête, pour être femme. Et d'ailleurs, quand il est en femme, moi qui n'aime pas les femmes, je trouve qu'il est particulièrement belle. Toujours est-il que moi, toutes ces thématiques que Thomas a apportées, c'est-à-dire le travestissement, m'intéressent aussi parce que, bien entendu, ça correspond à ce que je suis. Ce que j'aime, c'est casser les barrières entre les genres. Depuis le début, c'est un peu les thématiques que j'aborde dans mes films. Donc ça correspondait à mon univers. Et en même temps, je trouvais ça bien que dans le film soit évoquée l'idée aussi de comment réussir quand on est travesti en sa mère, quand on a une telle forte personnalité. Est-ce que le monde professionnel va vous accepter avec une telle personnalité, une telle différence par rapport aux autres? Comment réussir quand on a envie d'apparaître sur un plateau télé en femme, alors qu'on s'appelle Thomas, par exemple? Comment réussir dans ce milieu quand on apporte un tel chamboulement de l'ordre établi? Et c'est un peu aussi ma vie, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup aussi de mal à réussir dans le cinéma parce que je traite de thématiques qui ne sont pas du tout finançables, entre guillemets, qui font peur aux financiers du cinéma, aux tenanciers du cinéma, du capital du cinéma. Que ce soit, qui font peur aussi au CNC, c'est-à-dire ce genre de sujet. Voilà, si j'avais voulu trouver de l'argent pour Divoti, qui ont constitué une scène d'amour entre un homme qui a des moignons et d'un jeune beau métis, avec une scène de pénétration de moignon fucking, voilà, va présenter ça au CNC, tu auras zéro argent. Et puis tu vas présenter ça au télé, tu auras zéro argent aussi. Donc c'est-à-dire que comment réussir dans le milieu artistique quand tu n'as pas d'argent, quand tu es né pauvre, quand tu apportes en plus, non seulement on est pauvre, mais aussi on ouvre notre gueule et on apporte, on chamboule tout, c'est-à-dire on ose gueuler, on ose affirmer sa différence. Donc du coup ça passe très mal tout ça. Donc c'est vraiment des thématiques que Thomas a apportées, mais qui correspondaient vraiment à ce que je vis aussi au niveau réalisateur de film. Ça aurait pu être l'histoire d'un jeune réalisateur qui monte à Paris, qui veut réussir dans le milieu du cinéma, qui rencontre un producteur, et il lui arriverait les mêmes choses qu'au Thomas chanteur dans le film. Tu crois que tu vas devenir chanteur en étant à Paris, mais mon pauvre, mais tu rêves. Mais laisse-moi rêver si je veux. Ça te regarde pas. Je signale que maman, elle y croyait, elle m'encourageait dans cette voie-là. Elle y croyait, mais elle passait ses journées à te passer des comédies musicales. Mais crois-moi, la vie, c'est pas une comédie musicale. Bah c'est sûr, ta vie à toi, c'est pas une comédie musicale, hein. La vie n'est pas une comédie musicale. Comment tu interprètes cette phrase? La vie n'est pas une comédie musicale, oui, effectivement. Malheureusement, la vie n'est pas une comédie musicale, c'est ce que je pense vraiment. Mais il faut tout faire pour qu'elle en soit une. Hein. C'est un peu le message du film. Hein. Moi, j'essaie... ma vie n'est vraiment pas une comédie musicale parce que c'est pas du tout la vie dont j'avais rêvé, hein, de celle que je vis actuellement. Je suis pas réalisateur professionnel, j'en vis pas. Je suis obligé de travailler à côté pour pouvoir payer ma caméra, payer mon montage, mes logiciels, mon ordinateur, mon électricité, produire moi-même mes films. Même s'ils ne coûtent pas trop cher au final, mais je suis quand même obligé de tout payer moi-même.
je suis obligé de survivre, je ne suis pas un réalisateur pro à qui on demande souvent des commandes, ça m'est déjà arrivé, hein, Canal+ m'a déjà demandé des commandes, le festival écran mixte. Donc du coup, c'est pas du tout la vie dont je rêvais en arrivant à Paris. Quand je suis arrivé à Paris en 96, voilà, j'étais un peu comme le jeune homme du film, j'avais envie de réussir dans mon domaine, mais j'ai pas réussi dans mon domaine 20 ans après. Donc du coup, parce que je n'en vis pas, parce que je fais pas les films que je veux avec les moyens que je veux, donc du coup c'est très difficile pour moi de vivre cette vie-là, professionnelle, hein, attention. Hein. Donc du coup je suis un peu malheureux, voilà, contrairement aux comédies musicales où voilà, il y a encore l'espoir d'un monde heureux, et je ne suis pas sûr d'avoir encore beaucoup d'espoir dans un monde heureux en ce qui concerne ma carrière de cinéaste. Je crois, je suis pas sûr que ce soit pas mon dernier film, parce que je me suis juré que si je ne trouvais pas un producteur pour le prochain film, je ne ferais plus de film. En tout cas, de cette manière-là, enfin, des films de fiction avec beaucoup d'acteurs, je trouve peut-être des films expérimentaux, des genres de films, et des choses très très simples à réaliser. Mais des films de cette ampleur-là, avec des acteurs pros, si je n'ai pas, qui doivent, enfin, sortir en salle. Si on veut sortir un film en salle, il faut de l'argent, il faut un producteur. S'il n'y a pas ça, donc s'il n'y a pas d'agrément, toutes les portes sont fermées, le film ne va pas loin, parce que c'est le système qui veut ça, et j'en fais l'expérience avec le chanteur. Donc s'il n'y a pas d'agrément, je ne ferai plus de film. Après, j'ai une philosophie bouddhiste qui fait que j'accepte les choses telles qu'elles viennent, et je n'ai presque plus de désir, donc, je ne suis pas dépendant de mon propre désir. Pour moi, le principe de la vie, c'est la non-dépendance. À partir de ce moment-là, on peut être heureux partout, à n'importe quel moment. Donc j'essaie d'être heureux en dehors de... Même si la vie n'est pas une comédie musicale.